Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au Revolution at Work. Vous le savez, ça ne fait que démarrer. Revolution at Work, qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous avez pu le voir, notamment dans la presse, sur les communiqués, mais aussi partout sur vos inscriptions. C'est le foisonnement d'acteurs qui sont différents, des profils différents, de secteurs différents, mais tous acteurs de cette révolution que l'on va vivre ici pendant 2 jours. Vous allez voir, c'est en continu et comme pendant toutes les révolutions, ça bouillonne de partout. Alors concrètement, comment ça va se passer? Il y aura ici la plénière, vous l'avez vu cette scène, vous pouvez rester dans la salle toute la journée, où vous pourrez assister justement notamment à des débats, mais pas seulement. Il y aura aussi des stand-up de personnalités, d'acteurs justement, avec tous des profils formidables qui vont vous partager leur engagement, leur vision, leur expérience pendant des stand-up interactifs, parce que vous pourrez tout suivre en streaming sur les 2 canaux qu'il y a. Il y aura un canal sur la plénière ici, comme vous pouvez le voir, mais aussi un autre canal sur le plateau de télévision qui est juste derrière et que j'animerai toute la journée aujourd'hui, mais aussi demain. Et vous pourrez passer me voir, je pense qu'au fur et à mesure, vous pourrez non seulement nous suivre sur le streaming, mais aussi passer nous voir. Mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi des ateliers. Alors pour la plupart, vous vous êtes inscrits pour ces ateliers. Il va y avoir des ateliers pendant 48 heures. Et demain après-midi, je viendrai ici, sur cette scène, pour qu'on restitue justement le travail de ces ateliers. Enfin, il y aura deux autres entités qui sont assez intéressantes. D'abord, le Q&A, c'est véritablement ce que l'on veut, c'est des questions et des réponses directement à des patrons, sans intermédiaire, sans modérateur. Vous leur parlerez directement. Et enfin, le concours des startups, ça a commencé il y a 10 minutes déjà. Des startups qui font des pitchs, qui donc concourent à ce concours. Et demain, on pourra avoir le résultat de la meilleure startup. Voilà pour le programme. Donc, il est assez lourd comme pendant toutes les révolutions et justement on est là pour s'inspirer, créer, découvrir et surtout se rencontrer. Alors j'ai quand même, avant de commencer, une petite question que je vais poser à Marie-Célie Guillaume. Là voilà, alors, je vais vous demander de venir, on va partager le micro. Bonjour Marie-Célie Guillaume, vous dirigez le cœur de la défense finalement, parce que c'est ça véritablement votre travail. Vous avez décidé avec Frédéric Beudin, vous en tant que de facto, mais avec Frédéric Beudin, cofondateur de Hopscotch, qui est le PDG d'Hopscotch, d'initier ces révolutions at work. J'ai juste une petite question. Est-ce que parler de révolution du travail ici au cœur de la défense, est-ce que c'est crédible ? Ça peut en effet sembler un peu paradoxal de parler de révolution du travail à la Défense, que ce soit dans le cœur de la Défense, dans cet immeuble, ou à la Défense en général. Mais au fond, pour ceux qui connaissent la Défense, c'est pas si paradoxal que ça. Et c'est pas pour rien finalement que cet événement a lieu ici, dans le premier quartier d'affaires européen. Alors c'est vrai que la Défense, dans l'esprit des gens et dans l'esprit surtout de ceux qui connaissent pas, ça incarne plutôt, et d'ailleurs ça l'incarne par son architecture, par son organisation, ça incarne l'organisation du travail d'hier, c'est vrai, la verticalité, le cloisonnement, quelque chose de très organisé, de très structuré, la hiérarchie, le PDG tout en haut. Voilà, donc c'est effectivement plutôt l'organisation du travail d'hier, mais en réalité, la révolution du travail, elle a déjà lieu ici à la Défense. Mais ça ne se sait pas forcément, mais elle a déjà lieu partout, dans les grands groupes, dans les tours. Et l'idée, c'était déjà de montrer, de donner à voir que cette révolution, elle a lieu ici à la Défense et que le quartier d'affaires demeure à la pointe. Alors, il y a un deuxième paradoxe aussi que je voulais relever, c'est que moi, je suis toujours frappée dans les débats publics, et on a eu les primaires dans la droite, on va avoir les primaires dans la gauche, je suis frappée de voir à quel point ces thématiques dont on va parler pendant 2 jours et qui nous passionnent tous, et qui sont, c'est pas de la prospective, hein, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ces thématiques sont totalement absentes du débat politique. Et pourtant, cette initiative, elle est portée par De facto, qui est un établissement public avec donc des élus. Mais le paradoxe, il n'est qu'apparent parce que finalement, c'est, je pense, le propre des élus locaux d'être peut-être plus en phase avec ce qui se passe dans la société. Et on voit le décalage entre le débat qu'on va porter et qu'on va animer pendant 2 jours, le débat local finalement, mais local qui a lieu partout dans le monde, et le débat politique nationale, il y a un petit contraste. La troisième chose que je voulais dire, c'est que cette initiative, effectivement, elle n'est pas venue comme ça, par hasard toute seule. C'est aussi, et peut-être c'est une petite innovation,
vous l'avez dit, c'est organisé par De facto et par Hopscotch, et c'est le fruit d'une rencontre aussi personnelle entre Frédéric et moi-même, puisque un jour je suis allée le voir dans ses bureaux dans le cœur de Paris, et il a effectivement réinventé totalement l'organisation des bureaux de son entreprise, ce qui a des conséquences phénoménal sur la façon de travailler de ses collaborateurs. Quand il m'expliquait tout ça, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et je pense que le fait qu'on parle de révolution du travail, public, privé, qu'on se soit mis ensemble pour organiser ça, c'est aussi quelque part assez significatif. Donc moi, je suis ravie d'organiser ça à la Défense. Je pense que c'est important aussi pour le quartier d'affaires de montrer qu'il est à la pointe de ces réflexions. C'est une initiative aussi internationale, puisque je prends la présidence du réseau international des quartiers d'affaires. Et l'idée, c'était aussi, on va avoir des quartiers d'affaires mondiaux qui sont venus ici et qui, pendant ces journées, vont participer à nos échanges. Et demain matin, plus particulièrement, à une table ronde spécifique sur les quartiers d'affaires mondiaux. Merci Marie-Célie, on peut l'applaudir. Ouais, merci beaucoup Marie-Célie. Alors, je vais rejoindre la scène maintenant pour ouvrir cette session de Révolution du travail. Vous l'avez dit Marie-Célie, on est ici à la Défense, donc le cœur des affaires. Et le territoire, c'est donc important parce qu'il y a un dynamisme ici, on le voit, on le sent, on le sait. Il y a un vrai dynamisme qui n'est pas indissociable du travail. Le travail, c'est le territoire, c'est l'attractivité. Pour nous en parler, j'appelle Patrick Devedjian, qui est président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Monsieur Devedjian, c'est à vous. On peut l'applaudir. Vous voulez plus vite, plutôt ? Comme vous voulez. Eh bien, Madame la directrice générale de facto et Monsieur le président du directoire du groupe Hopscotch, Mesdames et Messieurs, chers amis, moi je suis heureux de donner, évidemment, c'est une grande fierté, le coup d'envoi de Revolution at Work. Et c'est justement au moment où Paris La Défense, Marie-Célie le disait à l'instant, reprend la présidence du réseau international des quartiers d'affaires, que Revolution at Work est le premier temps fort d'un programme d'envergure internationale tourné vers l'innovation et vers la prospective. Alors avec Revolution at Work, La Défense lance une démarche internationale, originale, de mise en réseau et de construction collective des nouveaux modes de travail. Alors c'est vrai que le modèle, la structure de La Défense est assez ancienne, mais en fait c'est un lieu de contamination, et donc parce que c'est un lieu de proximité. Et la dalle est l'occasion, pas toujours été employé comme ça, mais la dalle est l'occasion de se rassembler et de se rencontrer, de se connaître et d'échanger. Et donc effectivement, Revolution at Work, ça peut être un virus qui va comme ça s'infiltrer dans tous ces modèles parfois archaïques, mais pas toujours, et qui va les transformer. Alors nous avons voulu travailler sur ces tendances très concrètes qui se dessinent et qui dépassent effectivement largement nos frontières. Les modes et les espaces de travail sont en train de changer, de nouvelles organisations humaines et sociales se développent, et demain, on comprend bien qu'elles seront beaucoup plus flexibles, plus adaptées au mode de vie et aussi plus ouvertes sur la réalité du monde qui nous entoure. Alors c'est vrai qu'on passe d'une société verticale, pas seulement d'ailleurs dans l'urbanisme, à une société horizontale de plus en plus, et c'est vrai que les élus locaux sont les acteurs privilégiés d'une société horizontale. Malheureusement, la politique vit encore sur une dimension verticale. On voit bien déjà que le travail n'est plus statique, que des expériences et des idées nouvelles sont en train d'infuser dans la société. Par exemple, le télétravail fait partie des attentes fortes, surtout dans des zones denses comme ici, et surtout quand Paris devient une ville musée, une ville figée, inaccessible, claquemurée, avec la fermeture des voies sur berge, avec les restrictions de circulation qui pénalisent les habitants, les entreprises et au final toute l'économie, parce que l'économie a besoin de fluidité et qu'on est bien dans le contraire de la fluidité. Nous vivons aujourd'hui dans une société donc de plus en plus horizontale, dans un monde numérique, nomade, connecté, où les projets, les intelligences sont mises en réseau. Le cadre de travail devient aussi un lieu de vie. Il n'est plus séparé de l'espace public, de la culture, de l'architecture, des animations locales et des services de proximité. Les entreprises comme les acteurs publics doivent évoluer au rythme de ces changements qui sont aussi des enjeux d'avenir pour la croissance, pour l'emploi et pour l'attractivité. Et ce qui fait qu'une entreprise
est attractive, au-delà de ses compétences ou de ses résultats, c'est en partie sa porosité. Porosité, c'est le mot important, porosité avec tout ce qui l'entoure. C'est aussi l'émulation d'un groupe humain, l'addition des idées et des points de vue avec des personnes très différentes les unes des autres, mais qui se contaminent. Et bien pour moi, c'est la même chose pour l'attractivité. Et surtout quand il s'agit d'un territoire. Qu'est-ce qui rend un territoire attractif ? C'est en partie l'ouverture au monde et aux autres, la mixité des publics, la variété des événements. C'est ce que j'ai voulu réaliser ici en lançant il y a quelques années le projet de Vallée de la Culture. J'ai souhaité donner une vraie identité culturelle à notre département, qui était enfermé dans l'image d'un département économique et rigide, avec, comme nous l'avons ici sur cette dalle, d'abord des œuvres d'art contemporaines tout à fait remarquables, avec aussi la scène musicale sur l'île Seguin, avec un programme riche, varié et surtout ouvert à tous les publics. Ici, dans les Hauts-de-Seine, nous misons donc sur la culture parce qu'elle est une réponse utile à l'action sociale, à l'ambition pédagogique. Et parce que la culture, eh bien, en fait, on ne le sait pas assez, c'est bon pour l'économie. La culture, c'est aussi une manière de s'attacher à un territoire, une façon d'y être heureux, de s'y épanouir. C'est un bon remède contre la crise. Cette révolution du travail qui nous réunit aujourd'hui, elle est à l'œuvre partout, y compris à la Défense, qui est un vrai laboratoire d'innovation. Innovation dans les façons de travailler, de s'organiser, dans les bureaux et leur environnement. C'est bien la Défense qu'il fallait pour lancer cette révolution at work. Premier quartier d'affaires européen, je le rappelle. La Défense compte 160 000 salariés, 40% d'entreprises étrangères et de nombreux établissements financiers, 3,5 millions de mètres carrés de bureaux et plus de 200 000 mètres carrés de surface neuve d'ici à 2019. La Défense, c'est aussi une position stratégique au cœur de l'Europe, avec un réseau de transport très efficace, sans compter le futur prolongement du RER E vers l'ouest ou le futur Grand Paris Express qui raccourcira de moitié les trajets avec Roissy. Peu à peu, l'image d'une immense dalle froide, impersonnelle, s'estompe. Le quartier d'affaires devient de plus en plus convivial, de plus en plus attractif, de plus en plus ouvert sur le monde. Demain, ce quartier devra continuer à créer de la valeur, à attirer et à retenir les talents. Et c'est aussi le bon moment pour la Défense pour mettre sur pied l'accélérateur alors que le Royaume-Uni a choisi de consommer sa rupture avec l'Europe. À nous d'entrer dans la compétition qui s'annonce pour faire valoir nos forces. Il faut encourager les entreprises étrangères à s'installer en France, et ça changera le mental des Français. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ne le feront pas pour la beauté de nos villes-musées ou de nos monuments classés, même si ça compte. Il faut un droit du travail moins rigide, il faut une fiscalité modérée pour les entreprises et les impatriés, et aussi une qualité de vie qui puisse faire la différence. Le territoire des Hauts-de-Seine a toujours été un territoire audacieux, créatif, un territoire d'entrepreneurs aussi. Aujourd'hui, nous avons la chance de disposer d'un écosystème économique varié, équilibré, avec une population active, qualifiée, qui représente 36% de la population, alors que c'est 16% au niveau national, et un taux de chômage bien inférieur à la moyenne nationale. Et nous avons la chance de disposer d'un poumon économique comme la Défense pour la croissance de notre pays. En 2017, la gouvernance de la Défense sera confiée aux collectivités. C'est une grande nouveauté. Après 50 ans de centralisme, de gestion par l'État, de gestion par des préfets, par des sortes de gouverneurs régionaux, c'est une très bonne nouvelle pour le développement de la place économique parisienne. Car n'oublions pas que la croissance est aussi dans les collectivités. Je rappelle qu'elle réalise près de 70% de l'investissement public. L'État n'investit plus. Dans le changement qui va s'amorcer ici, sachez que nous, les élus locaux, nous sommes bien décidés à prendre nos responsabilités au regard du développement économique qui doit être ici installé au cœur même de la place parisienne. L'ambition que nous voulons pour la Défense, c'est à la mesure des enjeux économiques qu'il s'agit de relever aujourd'hui en France, et la Défense est certainement la plus attractive pour cela. Je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup, Patrick Devedjian. Et maintenant, on va voyager. Je vais inviter Sonia Lavidino qui va venir nous rejoindre et elle va nous faire voyager. Elle dirige Bifluide. Merci de nous rejoindre. On peut l'applaudir. Alors, Sonia Lavadino va nous emmener un peu dans le temps pour comprendre comment est né le travail et vers quoi on avance. Et pour ma part, je vais filer au plateau de télévision. Ce sera tout à l'heure Pierre-Henri de Menton, juste après Sonia, qui vous retrouvera pour le premier débat sur les chemins de la transformation. À tout à l'heure, Sonia, c'est à vous. Merci, eh bien c'est un plaisir d'être parmi vous. Je viens, moi, du cœur des Alpes suisses pour vous parler aujourd'hui. Et il y a une raison pour laquelle je suis descendue de ma montagne. Nous tous, il y a une raison pour laquelle vous êtes descendus de vos montagnes respectives. Parfois elles sont périphériques, parfois elles sont dans un appartement en ville, parfois elles sont à la campagne, parfois elles sont dans la vraie montagne, comme c'est mon cas. Ce qui est intéressant dans cette questionnement-là, c'est que nous pourrions tous, bien entendu, rester dans nos montagnes. Nous pourrions tous être dans une logique d'ermite. Hein. Nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler, vivre dans nos maisons. Mais il y a une raison pour laquelle nous venons en ville, il y a une raison pour laquelle nous venons dans des endroits comme ici, au cœur des France. Cette raison, elle est puissante. C'est la première raison qui fait que des villes existent, c'est que les villes, c'est encore la meilleure chose que nous avons pu inventer pour se rencontrer. Et donc, je vous donne ce premier élément. Je vais parler aujourd'hui des fondamentaux parce que quand nous travaillons sur le futur, comme moi, que nous faisons de la prospective, c'est assez important de revenir à ces choses qui, dans toutes ces variables qui bougent constamment, et notamment pour ceux d'entre vous qui sont des investisseurs, vous savez à quel point c'est important de maîtriser la variable, et surtout, vous savez sans doute, pour l'avoir déjà expérimenté, que ces variables, c'est très compliqué de les maîtriser. En revanche, nous maîtrisons quelques constantes. Il y a des constantes qui sont avec nous depuis que l'homme est l'homme, je dirais surtout depuis que l'homme est bipède, et ces constantes sont simples, très très simples. La première, c'est celle dont je viens de parler, se rencontrer. C'est un fondamental chez l'homme bipède. Qui que nous soyons, où que nous vivions dans le monde, notre objectif premier, c'est être ensemble. Et l'objectif est un objectif de vie. Le travail est somme toute une notion récente. Ça fait que quelques siècles que nous connaissons le travail, ça fait à peine 2 siècles que nous connaissons le travail dit salarié, qui est d'ailleurs une exception historique, et on voit bien qu'il est en train de disparaître aussi vite qu'il est venu. Il est lié à une révolution dite industrielle. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans la post-industrielle. Vous savez comme moi que nous allons très très vite aujourd'hui vers ce qu'on appelle de l'économie expérientielle. Donc nous sortons d'une économie de service vers une économie d'expérience. C'est tout à fait autre chose dans la valeur ajoutée que nous donnons à ce que nous produisons. Et ce qui est intéressant, c'est que vos clients n'achètent plus de services, n'achètent plus de biens, mais achètent des expériences. C'est là que nous voyons la valeur ajoutée aujourd'hui des choses que nous arrivons à vendre. Produire, nous produisons beaucoup de choses, mais la valeur ajoutée, elle est dans les expériences. C'est vers ça que nous sommes prêts à ouvrir notre porte-monnaie. Ça, c'est du point de vue du client, mais du point de vue de la personne qui travaille, et c'est à juste titre que je ne dis pas employé ou travailleur, je dis la personne qui travaille. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes de nouveau dans cette étape où nous retrouvons le cœur de qui nous sommes dans cette expression, qui est une expression parmi d'autres de notre créativité, une expression parmi d'autres de la manière dont nous voulons nous rencontrer. Et vous comprenez que dans le temps que nous avons, ce temps de vie imparti, la question de l'habiter, elle est centrale, habiter au sens large, avec un grand H, hein.
J'en parle parce que l'habiter, c'est la fonction première des villes. À tel point que, si je prends par exemple Çatalhöyük, l'une des premières villes située en Turquie, fondée il y a 10 000 ans en arrière, cette ville n'avait pas de route, n'avait même pas de chemin. L'on circulait par les toits, on passait de toit en toit, comme ça, et la fonction première, c'était vraiment l'habiter. Et la rencontre. Les personnes se rencontraient sur les toits et passaient de toit en toit pour faire leurs différentes activités. Et ça vient d'être relevé par mon prédécesseur ici sur l'estrade, que même dans une dalle comme à La Défense, nous avons ces graines de vie. J'étais étonnée en venant, vous l'avez vu aussi, on vous proposait des sapins de Noël, j'en déduis que c'est pour votre maison, sans doute ce ne sera pas forcément pour décorer votre bureau. Donc on s'adresse à vous en tant que personne, on s'adresse à vous, à cette personne qui habite sa maison, qui habite aussi ce lieu-ci, qui fait partie de ce qu'on appelle les constellations des lieux habités. Et donc cette transition vers les fonctions d'habitabilité, plutôt que des fonctions secondaires liées au travail ou à la mobilité. Je dis ça étant moi-même quelqu'un qui vient plutôt du monde de la mobilité. Je suis anthropologue, je m'intéresse au comportement, moi je suis du côté de la demande, je m'intéresse à ce qui est dans nos têtes. Et ce qui est dans nos têtes, ce sont ces fondamentaux, ces archétypes qui sont là depuis très très longtemps. Et alors j'en énumère encore 2, 3. Nous avons l'archétype fondamental, boire et manger. Vous avez remarqué qu'ici à La Défense, nous pouvons en effet boire et manger. Ça fait partie aujourd'hui des critères de base qu'un lieu de travail doit fournir. Ça, c'est pas prêt de disparaître. Nous aurons toujours besoin de boire et manger. Même en 2300, même en 3200, ce sera un fondamental qu'il va falloir assurer. Ça fait partie des fondamentaux. Et je dis ça à dessein parce que c'est quand même quelque chose dont la manière de construire des bureaux n'a pas tenu compte pendant longtemps. Aujourd'hui encore, c'est parfois difficile. Ce n'est pas le cas ici, hein. Vous avez un Starbucks. Mais c'est souvent que vous ne trouvez pas facilement à boire et à manger dans les lieux de travail. Et pourtant, c'est un prérequis fondamental. L'autre prérequis, c'est des lieux pour se rencontrer. Et quand je dis pour se rencontrer, ce ne sont pas des salles de réunion telles qu'on les connaît. Ces salles de réunion où nous n'avons pas de lumière, où nous n'avons pas de Wi-Fi, où nous n'avons pas la possibilité de pouvoir être de personne à personne dans un cadre dans lequel les idées peuvent fuser et dans lequel nous avons des inspirations qui nous viennent du dehors. Et ça m'amène au prochain fondamental, qui est cette question à laquelle les villes aujourd'hui sont toutes confrontées, qui est comment peut-on fabriquer cette ville du dehors, sachant que le lien que nous avons tous avec le ciel, le lien que nous avons tous avec l'eau, avec la verdure, avec des sons naturels, ces liens-là sont toujours les liens que nous voulons recréer, avec plus ou moins de succès, dans ces lieux où nous passons le plus clair de notre temps, ces lieux liés au travail. Mais comme je vous disais auparavant, ces lieux liés au travail, j'aurais presque envie de vous dire, peut-être un petit peu provoquant, que ces lieux vont vraiment disparaître. Non seulement parce que le travail va disparaître, ça c'est pas une nouveauté, nous en sommes bien conscients, dans le sens que la plupart des choses que nous faisons aujourd'hui seront prochainement automatisées. Et surtout, c'est surtout à ça que je voudrais vous rendre attentifs, les prochaines générations de talents créatifs que nous voyons déjà apparaître aujourd'hui sur le marché. Ce qu'elles désirent, c'est de la vie, ce n'est pas du travail. Ce qu'elles désirent, c'est des lieux de vie, des lieux clairement dans lesquels la rencontre prime. Ce qui du coup pose aussi la question de savoir quel sera le rapport au temps du travail. Parce que travailler, vous pouvez aujourd'hui travailler n'importe où, ce n'est pas la question. On est d'accord que ce travail ubiquitaire fait partie de nos vies.
La question, c'est plutôt quand est-ce qu'il est nécessaire que nous soyons ensemble? Et quand est-ce que nous pouvons justement nous déployer finalement dans nos propres corps, hein, puisque le travail aujourd'hui, il est porté sur vous. Vous avez votre téléphone portable, vous avez vos outils. Hein. Sachant qu'il faut bien voir que ce qui nous donne vraiment cette capacité que nous avons d'humain, cette grâce, cette intelligence, vient essentiellement du fait que nous avons maîtrisé cette chose délicate qui s'appelle l'outil. L'appréhension du doigt, hein, ça a l'air simple, faites ça. Enfin, c'est un truc qui a l'air tout bête. Avoir pu libérer ce doigt-là vient du fait qu'à un moment donné, nous avons pu libérer nos mains, ne plus être quadrupèdes, devenir bipèdes. Et cette préhension du doigt nous a permis d'inventer des outils. Et c'est l'outillage qui distingue essentiellement le cerveau de l'homme de tous les autres animaux. Hein. Cet outillage est directement lié à notre capacité de penser. C'est par l'outil que nous sommes hommes. Donc cette maîtrise de l'outil, qui est d'ailleurs quelque chose à laquelle nous donnons beaucoup de valeur aujourd'hui de nouveau, hein, avec l'émergence de nouveaux artisanats, de nouvelles manières de travailler les objets, de nouvelles manières de travailler les matériaux. Ça, c'est quelque chose qui va rester, qui va même grandir à nouveau, et qui donc pose question sur la manière dont nous allons travailler cet éphémère. Je pense que nous verrons même apparaître des pop-up workplaces, comme nous avons des pop-up stores aujourd'hui déjà. C'est-à-dire des choses qui en fait vont travailler le temps plutôt que l'espace. Et je pense que les gagnants de cette nouvelle économie expérientielle, les gagnants comme vous qui sont au front de comment on conçoit, comment on imagine des quartiers d'affaires dans le futur, ce sont ces personnes qui vont savoir maîtriser le temps de la rencontre, le temps de ce bonheur d'être ensemble et le temps de donner aux gens cette fierté de l'outil qui leur permet de voir le travail comme vraiment un plus pour leur vie. Alors, je vous remercie de votre attention. Merci Sonia. Donc venez, on va commencer notre premier débat. On va s'installer peut-être, Fabrice. Je vous présente nos intervenants. Donc, ma voisine est Sabrina Murphy, qui dirige et anime le People's Lab de BNP Paribas. Alexandre Pachulski est le cofondateur de PeopleSoft, qui est une Talentsoft, pardon. Ils sont plus riches. Ouais. Talentsoft, qui est une aventure entrepreneuriale extraordinaire française, qui s'est beaucoup développée. Et Alexandre vient d'organiser le déménagement de sa société, donc 300 personnes au travail, donc on dit, hein, pas salariés, vous l'avez bien retenu, qui sont installés de façon assez révolutionnaire. Vous nous expliquerez comment c'est agencé chez vous. Bruno Donjon de Saint-Martin dirige l'activité bureau de Unibail, donc avec des réalisations exceptionnelles, dont une, vous allez nous en parler, qui a été célébrée au CIMI récemment, une tour à la Défense. Et enfin, Fabrice Bonifay dirige tout le développement durable, la qualité, la sécurité au groupe Bouygues, avec là aussi une réalisation. Alors, figurez-vous que c'est ici, à Cœur de Défense, vous nous en parlerez, vous nous apporterez votre témoignage. Alors, Sabrina, juste un mot, le président de Devedjian parlait des virus qui s'infiltrent dans les organisations archaïques. Alors, vous êtes un petit virus qui est arrivé dans une organisation, en tout cas de l'extérieur, qu'on peut considérer comme un peu archaïque. En plus, c'est un métier
les Français en général n'aiment pas beaucoup, et en particulier les jeunes. C'est la banque, donc vous êtes chez BNP Paribas. Expliquez-nous un petit peu comment de l'intérieur vous avez réussi à secouer, je ne sais pas si c'est encore la révolution, mais que vous réussissez à secouer un peu l'organisation de ce mastodonte, cette multinationale qui est devenue BNP Paribas. Ok. Bonjour à tous. Alors moi, effectivement, j'ai créé ce qui s'appelle le People's Lab. Donc le People's Lab, c'est un accélérateur d'intrapreneurs. Je suis venue ici parce que je trouve qu'il y a un lien important avec les révolutions. Les révolutions, elles viennent de l'intérieur de l'entreprise aussi. Les intrapreneurs sont les collaborateurs qui portent des projets d'innovation et que l'on accompagne pour qu'ils réussissent à aller chercher les managers, les dirigeants et à les lancer concrètement. Donc là, ça fait depuis 2 ans qu'on travaille avec ces collaborateurs qui sont issus de 12 entités différentes de l'entreprise. J'en parle parce que c'est important, beaucoup d'entreprises sont matricielles. On a beaucoup cité le modèle pyramidal, mais heureusement, il y a aussi finalement le modèle matriciel. Donc il y a beaucoup d'activités, il y a des fonctions. Et l'innovation, elle peut venir de plein d'endroits dans l'entreprise. Donc moi, je suis partie en fait de l'injonction initiale qui était, mais on a besoin d'innover. BNP Paribas a besoin d'innover comme beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour élargir le pipe, en fait? Voilà. Et comment est-ce qu'on part d'enjeux qui sont des enjeux business, qui sont des enjeux de transformation, des urgences réelles, concrètes, business, et comment est-ce que derrière, on met en route l'énergie des collaborateurs? Comment on trouve le point de convergence entre les deux? Alors, en 2 mots, comment? Alors, en 2 mots, donc j'ai commencé avec une première expérimentation. J'ai créé un lieu et un programme associé. Donc, ce lieu tourne et tourne bien. Il est situé dans un de nos accélérateurs business. Il est à Paris, au Y Paris. Et donc, on reçoit des collaborateurs. La première promo, c'était 14 collaborateurs qui, en 14, ont sorti 8 nouvelles activités du groupe. Hein. Donc, ils ont réussi et sont des collaborateurs, entre guillemets, lambda, qui ont été travailler leur modèle. Donc, il y a une pédagogie associée. Comment on travaille un modèle? Comment on travaille comme des startups? Comment on apprend ce que c'est qu'un business model canvas? Comment on arrête de faire des business plans de 50 pages et on fait des pitchs? Et comment aussi on travaille sur son propre leadership pour réussir à embarquer les managers et les décisionnaires. En fait, en un mot, on en parlait tout à l'heure, c'est comment est-ce que les dirigeants ne sont plus des dirigeants qui donnent des ordres et qui sont en top-down uniquement, mais comment est-ce que ce sont des investisseurs internes et comment on apprend à aller les chercher. Donc les collaborateurs, ils rentrent avec une idée, ils sortent concrètement avec un projet qu'ils vont pitcher auprès d'investisseurs internes. Et comme je le dis, l'année dernière, c'était 14, 8 projets qui sont sortis. Cette année, on est monté à 24. Et je vais lancer, parce que c'est une unité centrale, mais BNP Paribas, c'est 180 000 collaborateurs. Donc évidemment que mon enjeu, c'est de développer ça, et d'où le lien avec ce que vous disiez, c'est-à-dire le virus. Puis d'où le lien aussi, je regarde Patrick Devedjian et Marie Célie, d'où le lien aussi avec finalement les connexions. Au People's Lab, on se connecte avec des startups, on se connecte avec d'autres corporates, on se connecte avec différentes entités. Voilà. Alors, Fabrice, on parlait des startups, des connexions, etc. Vous avez peut-être un témoignage sur le lieu que vous avez fabriqué, si je puis dire, ici, dans cet immeuble à Cœur Défense. Donc, c'est un lieu de coworking. Peut-être 2 mots sur cette expérience, où ça en est, et est-ce que vous allez dupliquer ça? Je sais que vous faites le tour du monde, à la fois pour vous inspirer de nouveaux modèles d'organisation du travail, et puis aussi pour exporter les solutions que vous avez pu trouver. Donc en effet, le groupe Bouygues a initié depuis maintenant quelques années une réflexion sur la façon dont on allait pouvoir proposer à nos clients et les clients utilisateurs des immeubles que l'on construit, non pas simplement une haute qualité environnementale attendue aujourd'hui, mais une haute qualité d'usage. Donc la capacité que les utilisateurs des immeubles pourront, leur capacité à être efficaces au travail en conciliant confort et efficacité au travail, donc pour le client qui paye, l'objectif de toutes les entreprises. Donc en fait, on s'est aperçu que le mode d'organisation classique des bureaux que l'on connaît maintenant depuis des années, qui est une organisation par poste de travail, n'était pas adapté. On le savait depuis longtemps, mais on ne savait pas trop pourquoi. Et en fait, le poste de travail classique, c'est une espèce de couteau suisse où on demande au collaborateur d'être efficace en fonction de toutes les tâches qu'il a à faire dans la journée. Et en fait, personne ne bricole avec un couteau suisse. C'est pratique, les couteaux suisses, quand on va faire un pique-nique. Mais lorsqu'on a une tâche particulière à faire quand on est chez soi, on utilise le bon outil. Et donc, l'idée de Nextdoor... Là, on revient à l'outil dont on parlait à l'instant. Donc, l'idée de Nextdoor, c'est une organisation, et c'est ça la révolution, par typologie de tâches. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez à faire dans la journée,
quand vous êtes au bureau, téléphoner, travailler à plusieurs, travailler à distance, travailler en créativité, etc., dormir, manger. Vous avez un lieu pour ça dans le bâtiment. Et cette organisation par typologie de tâches, ça change tout, en fait. Parce que ça permet de concilier efficacité et confort. Parce que souvent, quand on est très, très confortable, on n'est pas forcément très efficace au travail. Et puis, quand on est très efficace, on n'est pas forcément confort. Donc, il fallait concilier les deux. Donc, c'est une organisation atypique où les collaborateurs, tout au long de la journée, vont bouger d'un lieu à l'autre dans le bâtiment. Et on va travailler aussi sur ce qu'on appelle la condition physique des collaborateurs. C'est-à-dire, on va travailler sur le confort et la santé. Alors ça, c'est une première révolution, parce que ça nécessite aussi une modification du management. Car à partir du moment où vous avez plus... Alors, attendez, ça, on va y revenir. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'on arrive à calculer l'impact que peut avoir cette organisation? Donc, on va dire, c'est un peu ringard, mais par tâche au lieu de poste de travail, quoi. Est-ce qu'on peut savoir en termes de, très froidement, en termes de productivité, d'absentéisme, je ne sais quoi, l'impact que ça peut avoir pour une entreprise? Alors, il y a une métrique qui a été développée par Bouygues dans ce domaine-là. Alors, on travaille sur ce qu'on appelle le capital immatériel de l'entreprise. C'est des indicateurs gazeux, ce n'est pas aussi précis que des euros ou des kilowattheures. Mais à partir du moment où on interroge les collaborateurs sur leurs conditions de travail, la façon dont on met à leur disposition des endroits adaptés à leurs tâches, on est capable de mesurer leur satisfaction et leur capacité à réaliser leurs objectifs. Donc ça se mesure par des systèmes d'entretien, de sondage, alors, régulièrement. Les résultats, c'est quoi? Ça donne quoi? Ça marche vraiment? Mais ça marche super bien. Et ça marche au-delà même de ce qu'on pensait. Et ça marche tellement bien qu'on a décidé que le concept Nextdoor, qui est une réalité maintenant, on a 4 Nextdoor qui sont ouverts aujourd'hui en région parisienne, dont un ici dans ce bâtiment que vous pouvez visiter, qui est à 50 mètres d'ici. On a décidé d'en faire une activité de conseil en fait, pour nos clients, pour nextdooriser, c'est un néologisme, pour nextdooriser leur siège social. Parce qu'en fait, la promesse qu'on va pouvoir faire à nos clients demain, c'est aujourd'hui les sièges sociaux classiques, c'est un taux d'utilisation de 25% à peu près de l'espace général. Ça coûte très cher, ça coûte trop cher. On a plus moyen de se payer des sièges où 70% de l'espace n'est pas utilisé. Donc on peut diviser maintenant par 2, voire par 3, les espaces de travail, améliorer, augmenter l'efficacité au travail des collaborateurs de 40%, on peut le mesurer. Et puis aussi, accessoirement, 40%. diviser par 2 les kilomètres parcourus par les collaborateurs, parce qu'on va mettre des réseaux interopérables de Nextdoor dans les villes, qui permettra aux collaborateurs qui n'ont pas l'obligation de venir à son lieu de travail principal tous les jours, de pouvoir le faire à distance, non pas en télétravail chez soi, mais dans un centre de coworking. Alors ça, c'est une vraie révolution, mais c'est la révolution, je pense, qui est en cours aujourd'hui. Alors, Bruno Donjon de Saint-Martin, vous avez été couvert de prix là, au CIMI pour une tour, qui est la tour Majunga. Je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu comment a été conçu, parce qu'on n'est pas très loin, je pense qu'on est sur la même philosophie, effectivement, d'espaces qui sont liés à des tâches ou à des fonctions. Peut-être nous expliquer un peu comment vous avez travaillé sur ce concept. Donc là, à grande échelle, puisque je rappelle qu'il y a 2 très grandes sociétés donc qui sont là, Deloitte et AXA IM. Donc, comment ça a été conçu? Alors, il y a les terrasses, et j'espère qu'elle l'utilise à plus de 15 ou 20%. En fait, on est parti d'un constat et je trouvais que ce qui était dit avant était très intéressant. On est en permanence dans la réaction aujourd'hui sur l'espace de travail. On est en train de se dire les modes de travail changent. Est-ce que le siège social demain a une place dans notre univers économique. Et à côté de toutes ces grandes questions qu'on se pose, il y a un univers immobilier qui est au niveau 0 de la réaction. On essaye encore aujourd'hui de gérer par 3 codes de décoration, par 3 codes de réorganisation, par de l'air un peu plus pur, des changements qui sont beaucoup plus profonds. Alors ça change la quand façon... même. Ceux qui ont visité le CIMI ces derniers jours se rendent compte quand même qu'il y a, depuis quelques années ou quelques mois, je ne sais pas, mais il y a une sacrée révolution. Mais toujours est-il que je vois peu d'évolution dans la façon dont on construit les nouveaux immeubles de bureaux de demain. Effectivement, je pense que demain, la place de la rencontre, du lien social va être beaucoup plus forte dans l'espace. Est-ce qu'on doit le gérer par un toboggan dans la décoration, ou est-ce qu'on doit le gérer juste en phase de conception, en se disant, dès l'architecture, dès le moment où je prends le crayon pour dessiner un immeuble, je dois penser autrement le rapport entre les lieux, le rapport entre les collaborateurs, le rapport entre les acteurs économiques.
Et c'est un peu de cette démarche qui est partie Majunga. J'ai envie de dire Majunga, mais même quand on le regarde chez nous aujourd'hui, ça a été un laboratoire d'innovation, mais au final, on a été très timide dans Majunga et on va beaucoup plus loin aujourd'hui. Ces deux pensées, je vais citer 3 exemples. Selon nous, pourquoi est-ce qu'un collaborateur voudra venir demain dans un siège social ? La première question, ça sera le lien social. Je partage totalement ce qui a été dit tout à l'heure. La deuxième question, ça va être la rencontre, la réunion. Effectivement, dans un moment où on peut travailler à tout moment de chez soi, d'un espace de coworking, pourquoi venir au siège social ? Oui, c'est pour la rencontre physique. Donc on a voulu multiplier, et puis il y a un 3e facteur qui est peut-être le plus important pour nous, qui est de se dire, parce que c'est sympa d'aller dans mon lieu de bureau, parce qu'en fait, je vais dans un lieu que je ne pourrais pas m'offrir chez moi. Et donc on est parti de 2 ou 3 constats, qui est de se dire, il faut que les gens se rencontrent plus, il faut beaucoup plus miser autour des espaces informels, et pas uniquement dans la décoration, pas uniquement en mettant un canapé, mais de miser sur des espaces de rencontres hasardeuses aussi, c'est un point très important, le hasard dans le lieu de travail. Et la deuxième chose, c'est le fait d'avoir un chez moi augmenté. Je veux dire, on rêve tous d'avoir, en tout cas, moi je rêve d'avoir à Paris une terrasse à 200 mètres de haut. Oui, c'est quelque chose, ça me donne envie d'y aller. Et on est parti de ces 2 constats, et c'est comme ça qu'on a pu... alors, sur Majunga, la chose la plus visible, effectivement, c'est le fait d'avoir rendu accessible à tous les collaborateurs, sans hiérarchie, sans des zones de terrasse à 100, 200 mètres de haut, qui sont ouvertes sur l'extérieur. On peut même ouvrir les fenêtres. Ça reconnecte, et là j'entends encore une fois ce qui a été dit tout à l'heure, très important, le bruit, le fait d'être connecté à la ville, le fait d'être connecté à l'air extérieur, ça vous reconnecte avec l'environnement, ça vous donne cette sensation de schéma augmenté, ça me donne envie d'aller au travail, et ça fournit des lieux de rencontre, et encore une fois, il y a une valeur qui me semble essentielle dans le lieu de bureau de demain, dans un univers où on se projette tous comme étant des machines robotisées, à se dire je peux faire un rendez-vous à 8h du matin avec mon casque de télétravail chez moi, mais en fait il y a juste une énorme valeur qui se crée au sein d'un immeuble, c'est le hasard. C'est le fait de ne pas savoir qui vous allez rencontrer dans l'ascenseur, qui vous allez rencontrer dans la machine à café. Et les plus beaux projets, en général, c'est ceux qu'on n'a pas forcément vécu. On parlait tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on est tous ici ? C'est le fruit d'une rencontre entre De Facto, Mariceli et Hopscotch. Voilà, c'est le hasard. Et le rôle dans les aménagements de bureaux aujourd'hui, ça va aussi être de créer cette sérendipité qui est juste de créer le hasard. Alors, Alexandre, donc vous avez déménagé il y a un mois, vous êtes un tout petit peu plus loin, à Boulogne. Racontez-nous un peu comment ça a été mené chez Talentsoft, cette démarche. Un déménagement, c'est toujours quelque chose d'assez traumatisant pour une entreprise, d'ailleurs pour les particuliers aussi. Comment a été menée la démarche et où est-ce que vous avez atterri finalement ? Comment ça s'est passé ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que non, on ne l'a pas vécu comme un traumatisme, mais l'opportunité enfin de faire que ce lieu de vie, ce lieu de travail, ressemble au lieu dans lequel on a vraiment envie de vivre hors du travail. Et on s'est dit, il faut vraiment que les gens se sentent comme à la maison, à un moment où on demande à chacun de libérer ses talents, à l'heure où la compétitivité et l'innovation reposent que sur les collaborateurs. On les met dans un lieu où ils ne se retrouvent ni dans les interactions qui ont lieu, ni dans la déco, ni dans rien en fait. Donc on s'est dit, pour créer un lieu dans lequel les gens se sentent bien et puissent pleinement s'exprimer et que ce soit un chez eux augmenté, on n'a qu'à leur demander de faire le déménagement eux-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on a fait évidemment ? Ne vous inquiétez pas, on n'est pas des tyrans. On a mis des corps de métier à disposition, mais on a en fait demandé aux 2 personnes les plus impliquées, qu'on a nommé des ambassadeurs, de choisir 15 personnes qui pourraient participer avec eux au projet de déménagement. Donc on s'est retrouvé avec en gros quasiment ce qu'on appelle une vingtaine de consuls, donc 20 collaborateurs qui avaient à charge d'interviewer tous les autres et de faire un lieu dans lequel ils auraient envie de vivre. Et donc on leur a dit simplement, comme unique consigne, la priorité du travail, c'est effectivement de se rencontrer, donc penser des lieux, des interactions formelles, des interactions de travail informelles, des moments où vous pourrez vous détendre. Et ça a donné quoi ? Ça a donné d'abord un mobilier, qui est un mobilier qui leur plaît, avec des thèmes par étage qui sont ceux dans lesquels ils se reconnaissent. Donc il y a un thème gaming, movies, musique. Et donc on va faire des réunions entre un T-Rex, entre une photo de Star Wars et puis avec à côté de Buzz l'éclair. Ça provoque quoi ? Ça provoque déjà une détente quand on arrive dans un lieu où naturellement on a moins envie de se foutre sur la gueule dans une réunion à côté de Dark Vador. Naturellement on est un peu plus détendu, on se met dans un climat un petit peu plus sympathique. Des salles entièrement transparentes, pourquoi ? Pour forcer le hasard. Tiens, il y a ces gens qui sont réunis et ils sont en train de parler d'un sujet qui m'intéresse parce que je le vois à l'écran. Le hasard, c'est aussi des espaces complètement asymétriques. Et ces espaces asymétriques créent plein de coins, de recoins. On a mis des paperboards et des poufs dans tous ces espaces asymétriques pour que justement, ce qui leur plaisait eux, c'est pas passer leur vie en réunion, mais passer leur vie à se réunir,
mais à se réunir dans des endroits sympas. Et ils ont pensé aussi à un espace cafétéria gigantesque où tout le monde est forcé de se rencontrer le midi. Donc moi, je peux déjeuner à côté du stagiaire qui vient d'arriver et dire qu'est-ce que tu fais chez nous, alors que sinon, je n'ai pas l'occasion de le voir. Mais ce lieu, en fait, il est utilisé toute la journée parce qu'on a mis des télés partout, parce qu'on a mis effectivement des machines à jus d'orange, des machines à café, tout ce qu'on veut pour que les gens aient envie de venir là, des tables très sympas en bois, hautes, basses, bref, plein de situations de travail différentes. Et ils projettent toute la journée. Et après ça, des espaces où ils ont envie de se détendre. Donc il y a une salle de sieste, parce qu'ils se sont tous dit, à 2 heures, on a un coup de barre, plutôt que faire semblant de travailler devant l'ordinateur, pourquoi pas se détendre 20 minutes, et on repart. Mais quand vous faites ça, vous envoyez un signal de confiance à tout le monde en disant, organisez-vous comme vous voulez. Et la dernière chose, ils ne veulent plus travailler de façon pyramidale, par service, par département, mais par projet. Donc ils ont pensé des lieux où ils pouvaient se réunir à 5, à 15, à 20, quand ils voulaient, pour bosser sur des grands projets. Alors là, vous êtes, ça va assez loin, puisque on passe, on va dire, on a bien compris que ce n'était pas que de la décoration, mais on passe à une révolution du management de l'entreprise. La dernière phrase était assez, ils ne veulent plus de services, etc. Alors moi, j'avais une question ouverte, c'est finalement, dans l'ancien temps, qui est ce qui se passe dans, on va dire, je pense, 90% des entreprises, il y a un patron, il y a des directeurs, des chefs de service, donc une organisation dite pyramidale. Chacun a sa tâche. On a la photo de ses enfants, on a un fond d'écran qu'on a choisi, une plante verte. Et finalement, on n'est pas si malheureux. On a ses repères, on nous donne des ordres, on obéit, etc. Alors, est-ce que c'est de tout faire exploser comme ça, cette révolution? Est-ce que ce n'est pas finalement un facteur de stress? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Et jusqu'où aller? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de repères complète qui peut mettre en danger l'organisation et donc l'entreprise? Alors, les chiffres très froids que vous citiez prouvent le contraire. Mais est-ce qu'on a un peu l'impression, vous parliez de Buzz l'éclair, là on a un peu l'impression de bisounours quand même, où tout le monde est tellement content d'aller au travail parce que il y a une cantine, des balançoires, il n'y a plus de chef de service. Est-ce que ça marche vraiment? Alors, on a toujours peur de ce qu'on ne comprend pas et on est toujours tous pour le progrès et contre le changement. Hein. Donc, je pense qu'il est important... ça c'est un bon préalable. Bah, oui. Donc, quand on lance ce genre d'opération, si on demande l'avis aux gens, les gens vont être mitigés au début parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont vivre comme expérience. Donc, ils sont sceptiques. Hein, on leur a tellement raconté de choses sur le management, sur le sens, etc., qu'ils sont sceptiques. Donc, la meilleure façon d'impliquer et de faire comprendre aux collaborateurs que ça va être mieux pour eux, c'est leur dire, écoutez, on va lancer des expériences, c'est ce qu'on a fait chez nous, hein, et puis si jamais ça ne marche pas, ce sera réversible. Donc c'est ce qu'on a fait pendant pas mal de temps. On a mis des collaborateurs volontaires dans des espaces par typologie de tâches, et puis on leur a demandé, au fur et à mesure où ils vivaient l'expérience, s'ils préféraient avant ou s'ils préfèrent maintenant. Donc la meilleure façon de lancer ce type d'organisation, c'est de leur permettre de tester sur la base du volontariat. Mais vous avez raison sur le fait que le management doit évoluer en conséquence. On va passer d'un management, qu'on le veuille ou non, où on est sur un management by the fear, hein, par la crainte, le pouvoir de droit, le chef c'est celui qui sait, à un management par la confiance. Et on sait que la confiance, ça rapporte beaucoup plus que le contrôle. Dans ce type d'organisation qui vient d'être décrit, ce n'est pas l'anarchie du tout, hein. Il reste des objectifs, il y a des clients à satisfaire, et c'est le juge de paix, le client. Hein. Donc on doit avoir toujours l'objectif de satisfaire un client en s'organisant différemment. C'est ça qui change tout. Mais le management, s'il ne suit pas, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est un couple cohérent. Il faut revoir les environnements de travail par typologie de tâches en tenant compte de la physiologie humaine. Et c'est vrai qu'on a des cycles, il faut ne pas le nier. Si on nie ça, on nie même la nature humaine. Mais il faut aussi faire évoluer le management par un management de la bienveillance, un management qui doit accepter de ne plus être le seul sachant, parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs, dans bien des cas, en savent plus que leur propre management, mais le management, ça doit être un facilitateur. Donc on doit passer d'un management qui est un management où le pouvoir était lié au savoir, maintenant ça n'a plus de sens, la formation est partout, un management qui doit faciliter le déroulement des projets des collaborateurs. Donc un bon manager demain, c'est un facilitateur.
Bien, merci beaucoup. Alors peut-être un mot sur J'ai quoi bien envie de réagir. vous avez bien envie de réagir Oui. là-dessus. Alors BNP Paribas, ça se passe comment puisque... Mais je pense que ce qu'a dit Fabrice est fondamental, c'est que les managers ont un rôle pivot. D'accord ? Parce que ce dont on parle sont des changements qui viennent de la base ou qui arrivent par en haut. Et l'intrapreneuriat est le point d'équilibre entre les deux, des idées d'innovation qui viennent des collaborateurs, qu'ils arrivent à porter pour engager les dirigeants, qui eux-mêmes ont donné des grands cadres. C'est-à-dire, bah voilà, notre transformation, elle repose sur ça, 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 et comment elles sont mises ensemble. Les managers sont véritablement les pivots. Simplement, je suis d'accord, hein, bien sûr, sur la bienveillance et sur la confiance. C'est ce qui sous-tend People, bien sûr. Parce qu'il faut de l'audace pour réussir à porter des projets, à aller frapper à la porte de personnes qu'on ne connaît pas, à faire le pas de plus par rapport à nos habitudes. Hein. Les intrapreneurs, ce sont des entrepreneurs. Ce ne sont pas des chefs de projet qui attendent qu'on leur donne du boulot. Ils ont des idées, ils ont des rêves et ils les portent. Mais les managers, derrière le management, c'est quelque chose qui est abstrait. Les managers sont des personnes qui ont elles-mêmes des intérêts. Donc, tout le travail qu'on fait avec eux, c'est comment est-ce que vous allez réussir à trouver les leviers de motivation de toutes les parties prenantes que vous avez besoin d'engager. Et les leviers de motivation des managers, c'est ce sur quoi on travaille avec eux. Et on travaille aussi avec les managers. L'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qu'on veut embarquer dans le changement, eh ben, c'est beaucoup plus fort quand ça part de lui et de sa motivation que quand on lui dit « il faut ». Voilà, et donc ce point de comment est-ce que je trouve progressivement l'envie, et je rejoins ce que disait Sonia tout à l'heure sur l'expérience, c'est-à-dire que tout le monde vit une expérience au travail, les collaborateurs, les managers, les dirigeants, on vit tous une expérience. Comment est-ce qu'on peut avoir envie d'aller vers ce changement? Eh bien si on partage. Donc moi, c'est ce que j'avais envie d'apporter, c'était la notion de révolution partagée. Et alors, je voudrais donner le mot de la fin, peut-être à Bruno, sur le... Ici, on est dans une terre de verticalité, hein, avec ces énormes tours qui nous dominent. Vous avez des projets aussi, vous nous en parliez tout à l'heure, avant la table ronde, donc de très horizontaux, au contraire, qui paraissent peut-être plus adaptés à ce type de management. Alors, comment on transforme, en 2 mots, hein, comment on peut transformer une tour qui est un symbole de silo, ce qu'on disait tout à l'heure avec le PDG qui a son ascenseur privé tout en haut, etc. Comment on le transforme en une tour, en un espace, on va dire, de management horizontal? Alors, il y a une première chose sur les tours et sur... Je pense qu'il y a une notion qui est très importante et on ne peut pas, parce qu'on est dans un atelier sur la révolution du travail, sur la mobilité, justement oublier une notion qui est également extrêmement forte aujourd'hui, c'est la partie environnementale, c'est la partie connectivité, c'est la partie de la centralité. La densité qui est représentée par les tours est quand même issue d'une donnée qui est fondamentale, c'est que 100% des gens qui viennent à la Défense, ou quasiment 100% des gens qui viennent travailler à la Défense, viennent en transport en commun. Donc la vertu de la centralité et de la densité sont des choses, et même dans quasiment le premier critère pour un collaborateur pour le choix de son lieu de travail, c'est l'accessibilité. Donc accessibilité, centralité sont des choses qui vont continuer de justifier des objets denses, particulièrement dans les quartiers d'affaires. Après ça, comment rendre aujourd'hui ces quartiers d'affaires, j'ai envie de dire, plus accueillants, plus... j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, c'est encore une fois, la porosité. La porosité, comment est-ce qu'on crée dans ces objets qui étaient des objets fermés sur eux-mêmes, qui étaient les tours, comment est-ce qu'on crée des lieux de vie qui sont accessibles, par exemple, au public, en partie, et également, et c'est peut-être plus important, aux écosystèmes des entreprises. C'est-à-dire que de plus en plus, une entreprise, toutes les grandes entreprises du CAC 40 ou presque, ont aujourd'hui un lab. Un lab, c'est quoi? C'est un endroit où je vais permettre à mes collaborateurs de devenir intrapreneurs, ou alors c'est un endroit où je vais accueillir mon écosystème. Donc des startups qui sont reliées à mon univers de travail, à mon secteur d'activité, et avec lesquels je vais pouvoir échanger, faire échanger mes collaborateurs, les confronter à ces nouveaux modes de réflexion, à cette nouvelle économie. Donc je pense que ce n'est pas impossible du tout de gérer cette porosité, de la créer dans les lieux verticaux. Je pense que c'est juste encore une fois, je pense qu'il faut changer de paradigme et se dire, ces nouveaux modes de travail, j'essaye pas, bien sûr, il faut que je les adapte dans les immeubles existants, mais quand on crée de nouveaux immeubles, de se dire c'est une donnée de base, c'est comme le coût de construction, c'est comme le nombre de mètres carrés, c'est une donnée de base, je dois intégrer les nouveaux modes de travail, je dois intégrer les nouveaux modes d'échange. Comment est-ce que je fais? Merci beaucoup. Je vous remercie pour vos interventions qui m'ont passionné. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé ici en me disant on va parler agencement de bureaux, etc. Alors, je découvre une vraie révolution et je voulais vraiment vous en remercier. Je crois qu'on peut applaudir notre panel.